Alors, merci Bertrand pour l'invitation, merci au laboratoire pour leur soutien. Et puis je vais inviter le docteur Lamez qui est censé être à mes côtés pendant tout le débat euh, à venir vers moi. La présentation qu'on nous a demandé de faire, c'est de faire une controverse. C'est pas toujours simple de faire une controverse parce qu'en plus, quand on est un cardiologue compétent, ce qui est le cas, on n'arrive pas à se mettre pas d'accord, on est toujours d'accord. Donc, hormis quelques petits pics, normalement, il ne devrait pas y avoir de grandes vagues. Alors, la Disney, ça a l'air compliqué parce que c'est assez vaste et ça l'est en fait, sauf pour le cardiologue. Et voilà la première, il faudra attendre la suite. La Disney, c'est donc un symptôme qui est très fréquent en médecine générale. C'est des données qui viennent de la Gironde, où il y avait une petite étude pour savoir en tant que symptôme ce que ça représentait dans les cabinets de médecine générale. On se rend compte qu'avant 70 ans, c'est un symptôme qui revient entre, en gros, 9% et 18%, et après 70 ans, entre 25 et 37% des causes de consultation. Donc, quand même très fréquent. Alors, pour donner une définition, si on peut en donner une, parce qu'on regarde, il y en a quand même plusieurs, la définition la plus consensuelle, c'est la dyspnée se définit comme une expérience subjective d'inconfort respiratoire constituée de sensations qualitativement distinctes variant en intensité. Quand je vous ai dit ça, je vous ai perdu. Donc, on va essayer de le traduire en quelque chose d'un peu plus compréhensible. La dyspnée, ça résulte d'un déséquilibre entre la demande ventilatoire et la capacité à répondre à cette demande ventilatoire. J'aborderai très peu la partie qui consiste à explorer la partie sensorielle et affective de la dyspnée. C'est quelque chose d'assez vaste qui est en cours d'étude. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été publiées, mais ça rend encore la réflexion plus complexe. Les conséquences, en termes de conséquences, on peut voir que c'est une plainte la plus fréquente dans les maladies respiratoires. Donc c'est quelque chose que nous, en cabinet, on voit plusieurs fois par jour. C'est un prédicteur du risque d'hospitalisation, le fait d'être essoufflé. C'est un prédicteur du risque de décès. Plus la dyspnée monte, plus on a de risque de décéder. Et ça altère la qualité de vie. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Alors, il y a un papier publié en 2019 pour essayer de trouver un schéma qui permettrait d'expliquer la dyspnée. Et il est assez simple. Quand on est à l'état physiologique, c'est la partie du dessus, à l'état d'équilibre, il y a une demande ventilatoire. En face, il y a une capacité ventilatoire. Quand on est à l'équilibre, on n'est pas essoufflé. Et quand on tombe en dessous, quand c'est plus équilibré, on se sent essoufflé. On y reviendra un peu plus tard. Alors, j'ai essayé, et je n'ai pas été du tout exhaustif, vous citer quelques sources de dyspnée. On essaye de se reculer un petit peu pour voir un petit peu ce que vous pouvez voir en médecine générale et ce que nous, on voit aussi au cabinet. En tant que pneumologue, on voit, et vous verrez aussi la même chose, des gens qui ont des BPCO, des asthmes, des pneumopathies interstitielles, etc. Le cardiologue voit une petite partie, vous voyez, de la dyspnée. C'est ce gros rond noir, le cardiologue voit ça. Mais il le voit bien, par contre. Vous allez voir la puissance des études que Annelle va nous montrer, c'est effectivement, on ne peut pas lutter. On verra d'autres causes, des causes aiguës qu'on voit au cabinet ou aux urgences, embolie pulmonaire, infarctus, infection, des causes traumatiques ou post-traumatiques. L'obésité, alors là, c'est quelque chose qui est assez complexe, j'essaierai d'en parler un petit peu tout à l'heure. Le syndrome d'apnée du sommeil, qui est une cause indépendante de dyspnée. Par ailleurs, aussi une cause indépendante de tout. C'est des choses qui progressent gentiment. On n'imaginait pas que ça touchait autant de choses, mais le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quand même polysymptomatique. Il y a des médicaments, certains bêta-bloquants, mais aussi certains anti-agrégants plaquettaires, par exemple, peuvent donner des dyspnées. Il y a des pathologies musculaires, dans le sens large du terme. Et puis, il y en a bien d'autres, que je ne vous ai pas cités. Frédéric Naudin m'avait interpellé aux premières présentations en disant l'anémie. Effectivement, l'anémie, c'en est une des autres causes, mais il y a aussi les problèmes métaboliques, etc. Alors, j'ai essayé d'être un petit peu didactique dans comment on va la voir arriver au cabinet, puis après comment on va pouvoir traiter les différentes informations. On reprend deux, trois petites choses. Donc, nécessité d'une évaluation dans plusieurs domaines. Donc, la partie sensorielle, sur le plan qualitatif. Est-ce qu'il y a un problème de travail, d'effort pour respirer? C'est un déséquilibre entre la balance et la réponse. Une sensation de compression ou d'oppression thoracique, par exemple chez les asthmatiques. Le manque de soif d'air, la sensation de soif d'air ou d'aspiration insatisfaisante chez les gens qui ont des problèmes de distension ou d'hypercapnie. Il y a une partie donc affective dans la dyspnée qui donne une sensation que c'est désagréable, c'est d'ailleurs ce pourquoi ils viennent nous voir. Ça donne de l'inconfort, des fois de la peur.
Les gens ont la sensation qu'ils vont s'étouffer. Et puis, il y a l'impact, il y a un impact important sur la qualité de vie. Souvent, les patients finissent par réduire leur rythme de vie parce qu'ils se sentent essoufflés et donc ils diminuent leurs efforts, ce qui engendre bien souvent une aggravation de la sensation de dyspnée par la suite. Alors l'approche initiale qu'on pourrait avoir, c'est l'approche initiale de tout symptôme qui est assez générale. Il faut retracer plusieurs choses, des circonstances de survenue avec une chronologie. Est-ce que c'est une dyspnée plutôt aiguë? La dyspnée aiguë étant définie par une dyspnée qui est apparue de façon assez brutale en moins de 15 jours. Si c'est quelque chose qui apparaît en moins de 15 jours, on considère que c'est une dyspnée aiguë. Quand on part sur une dyspnée chronique, une dyspnée qui va s'installer progressivement, plus longtemps, et sur plusieurs semaines à plusieurs mois, voire même plusieurs années. Par exemple, les fibroses peuvent arriver au bout de plusieurs années de sensation de dyspnée progressive. Le cycle respiratoire, une dyspnée inspiratoire avec un cornage, c'est quelque chose qui va nous alerter tout de suite parce que c'est souvent quelque chose d'assez grave. Est-ce qu'il y a une obstruction sur les parties hautes des voies aériennes ou sur la trachée? Et puis, il y a les pathologies qui sifflent, que ce soit l'asthme ou autre chose d'ailleurs, avec des sibilants ou des wheezies. Les circonstances de survenue sont aussi importantes à préciser. Est-ce que c'est une dyspnée qui est que dans une certaine position, debout, la dyspnée en décubitus, l'orthopnée, pardon, la dyspnée en décubitus dorsal, qu'on voit plutôt dans l'insuffisance cardiaque, mais aussi dans la dysfonction diaphragmatique ou chez les obèses, sachant que la position couchée, c'est la position la plus péjorative sur le plan fonctionnel pour le diaphragme chez les obèses, qui ont un effet de compression importante. Il y a l'antépnée, la dyspnée penchée en avant, toujours la dysfonction diaphragmatique, l'obèse, et on comprend bien pourquoi, quand il se penche, il va avoir l'abdomen qui vient comprimer le muscle principal. J'ai fait une petite digression sur une ou deux fois sur ce qu'est la platypnée, c'est la dyspnée en position debout. Ces dyspnées sont des dyspnées assez rares, elles sont aggravées par la position assise ou debout et améliorées par le décubitus souvent, comme on retrouve dans la platypnée orthodéoxie, ça reste quand même moins fréquent. Il peut y avoir des horaires à la dyspnée. Il y a des gens qui ont des dyspnées qui peuvent être nocturnes. Et une dyspnée nocturne, par exemple, va nous faire évoquer plutôt un syndrome d'apnée du sommeil ou en fin de nuit, des fois un asthme ou des fois du reflux gastro-œsophagien parce qu'il y a un problème au niveau ORL. Les circonstances de survenue, donc il y a une modification du rythme ventilatoire. Est-ce qu'on ventile plus vite? Est-ce qu'on ventile plus doucement? La fréquence, le volume. Tout ça, c'est important à décrire. Ça permet de s'orienter au fur et à mesure. Et les signes associés, la toux, l'expectoration, les douleurs thoraciques et d'autres anomalies auscultatoires qu'on pourrait récupérer à l'examen clinique. Alors, il y a plein d'outils pour évaluer la dyspnée. Plutôt la dyspnée, là, je vais plutôt parler de la dyspnée chronique, mais il y en a plein, qui peuvent se classer en fonction de ce qu'elles vont explorer. En termes d'impact sur la dyspnée, on a l'échelle la plus utilisée par les pneumologues, qui est celle de la MMRC. Mais il y en a d'autres, par exemple le Saint-Georges. Il y a des échelles qui évaluent plutôt la composante sensorielle, le Dyspnée 12, le MDP, qui est très utilisé dans les études sur justement la partie affective. L'échelle de Borg, plus utilisée dans, par exemple, les explorations fonctionnelles à l'effort, mais aussi l'échelle visuelle analogique. Et pour ce qui est de la composante affective, vous voyez, il y en a encore d'autres, ou qui sont à peu près les mêmes. Hormis quelques échelles, on utilise quand même à la consultation peu ces échelles-là qui sont un peu plus complexes à utiliser. On utilise essentiellement la MMRC. Nos collègues cardiologues préfèrent la NYHA. Mais finalement, ça traduit sensiblement la même chose. Donc, je vous ai reprécisé ce que c'était l'échelle MMRC. En gros, je ne suis pas essoufflé, il n'y a même pas de score à donner. C'est je ne suis pas essoufflé. Le stade de 0, c'est je suis essoufflé pour des efforts très importants. Monter d'au moins 2 étages, par exemple, effort important. Je suis essoufflé quand je me dépêche à plat ou quand je monte une pente légère. Ce n'est pas toujours facile à faire préciser, sachant que la dyspnée de stade 1, c'est la plainte la plus fréquente, globalement, à la consultation. Et ce n'est pas forcément là où on est le plus discriminant. Le stade 2, c'est pour des gens qui marchent de même âge et je n'arrive pas à les suivre. Le stade 3, c'est une petite marche ou quelques minutes à plat. Et le stade 4, c'est pour les activités de la vie quotidienne, l'habillage par exemple. Pour ce qui est de la NYHA, le stade 1 asymptomatique, le stade 2, les efforts habituels, les efforts légers en stade 3, les efforts au moindre effort au repos. Alors où est le problème, chef? Et c'est là qu'on va voir que la dyspnée, c'est très difficile à simplifier. Parce qu'on peut être dyspnéique pour des raisons qui vont de là jusque là. Ça ne paraît pas évident, mais c'est quand même le cas. Si on part par le haut,
est-ce qu'il y a un trouble de la commande, de la ventilation? Par exemple, dans le syndrome d'hyperventilation, c'est des gens qui ont un problème de la commande. C'est souvent associé à une autre maladie, que ce soit de l'asthme, c'est le plus fréquent, mais ça peut être aussi de la BPCO. Des gens qui se retrouvent à respirer de plus en plus vite, avec une baisse forte du CO2, et puis une sensation de dyspnée. Ils ne sont vraiment pas bien. Ça se rééduque. Ça peut s'améliorer quand on améliore s'il y a une pathologie sous-jacente, par exemple l'asthme. Mais c'est quand même un syndrome qui n'est pas simple à prendre en charge. Si on descend un petit peu, là c'est plus simple, on est dans la dyspnée sur obstacle, corps étranger, que ce soit une obstruction sur les cordes vocales, une grosse tumeur sur la trachée ou sur les bronches souches. Là c'est plus caricatural, on finit par le trouver assez vite. Quand on touche les bronches, l'asthme, la BPCO, on peut aussi voir ici beaucoup de dilatation des bronches. Et la dilatation des bronches, ça ne fait pas que faire des affections, ça donne aussi des sibilants. Et puis, quand on touche plus le parenchyme, la destruction avec de l'emphysème ou la partie fibrosante, sur le plan vasculaire, on trouve les problèmes emboliques. J'ai passé les malformations artério-veineuses, l'hypertension artérielle pulmonaire. On arrive à la partie mécanique, dysfonction du diaphragme. Donc là, plutôt pathologie neuromusculaire ou paralysie de diaphragme, qu'elle soit idiopathique ou d'une autre cause. Tout ce qui est trouble du transport, insuffisance cardiaque, anémie. Et puis enfin, les troubles de la paroi thoracique. Ça déforme le contenant et donc les poumons ventilent moins bien, la scoliose ou l'obésité. Donc c'est très très vaste à explorer et encore, il en manque. Ce n'est pas exhaustif. Alors, quand on essaye de dire alors, comment je fais pour essayer d'organiser ma démarche face à une dyspnée, on peut dissocier globalement 2 à 3 grandes causes, enfin 2 à 3 grands cadres. Le premier cadre, c'est la dyspnée qui est sans rapport avec l'effort. Donc quelqu'un qui va dire « je suis essoufflé, je suis assis, je suis essoufflé ». On retrouve ça chez des gens qui décrivent des manques d'air, sensation d'asphyxie. On peut voir ça chez des gens qui ont des syndromes d'hyperventilation ou des asthmatiques. Après, quand on sort de ça, il y a les dyspnées qui sont aggravées par l'effort et qui ne surviennent qu'à l'effort. Elles sont exprimées comme des difficultés à respirer plus souvent, avec une augmentation avec l'intensité de l'exercice. Et puis, il y a les dyspnées chez l'obèse, c'est un peu particulier, même si elles peuvent aussi avoir comme je disais, il y a des porosités entre chaque situation, ce n'est pas des cadres fermés, il y a toujours un petit peu de porosité. Donc si on prend les dyspnées sans rapport avec l'effort, quand on retire les causes, on va dire, chroniques graves connues, pathologie respiratoire terminale, BPCO très évoluée, insuffisance respiratoire, ou les pathologies cardiaques, insuffisance cardiaque terminale, ou des cancers, il nous reste au repos quelques causes de dyspnée qui sont, pour certaines, assez faciles à mettre en évidence, pour d'autres plus compliquées. Donc, il y a certains asthmatiques qui font des crises d'asthme, qui ont des bronchospasmes au repos. C'est très bien décrit. C'est pas toujours facile à croire parce nous, on n'est pas là, mais c'est quand même assez fréquent. Il y a le syndrome d'hyperventilation, dont je vous ai déjà touché un mot. C'est souvent quelqu'un qui décrit un manque d'air et qui finit par faire des grands mouvements d'inspiration avec des soupirs. Voilà, avec des phénomènes d'hyperventilation entre chaque soupir. Et ça, c'est assez typique. Ces gens-là, si vous en voyez qui arrivent à la consultation, si vous leur détournez leur attention, des fois, ça s'arrête. Donc, c'est un petit signe pour se dire, c'est peut-être un syndrome d'hyperventilation. Si on doit aller plus loin, après, c'est le gaz du sang ou le syndrome de provocation. C'est plus aussi simple. J'avais parlé des hypoxémies inexpliquées en position assise. Le syndrome de platypnée orthodéoxie, c'est un shunt qui se fait dans le cœur, essentiellement. On peut voir ça aussi dans les syndromes hépatopulmonaires, mais en gros, c'est plutôt le cœur, avec des gens qui sont moins bien assis que couchés, qui désaturent quand ils passent de la position couchée à assise. Il y a le reflux gastro-œsophagien pour une raison souvent assez caricaturale, remontée d'acide, ça donne un laryngospasme, les gens se retrouvent avec une adduction des cordes vocales et une difficulté à respirer, ils ont des sensations de dyspnée aiguë. Et il y a la dysfonction des cordes vocales, ça rejoint un peu ce que je vous ai donné, c'est assez difficile à mettre en évidence. Quand on a une suspicion de dysfonction des cordes vocales, il faut trouver un ORL qui est bien au fait de ce que c'est, et c'est assez compliqué parce que c'est intermittent. Donc il faut être là au moment où ça arrive. Si vous n'êtes pas là au moment où ça arrive, on ne voit rien, on peut ne rien voir. Alors pour les dyspnées qui sont aggravées par l'effort ou qui surviennent à l'effort,
On peut faire encore des sous-cadres. Il y a ceux qui demandent, et à nouveau, il y a une porosité entre les cadres, il y a une augmentation de la demande ventilatoire. L'augmentation de la demande ventilatoire, c'est l'augmentation de l'espace mort physiologique, par exemple lors d'une atteinte emphysémateuse ou d'une pathologie vasculaire. Il peut y avoir le syndrome d'hyperventilation à nouveau, et puis le déconditionnement musculaire. Le déconditionnement musculaire, ce n'est pas si simple que ça à mettre en évidence sans avoir fait au moins une épreuve d'effort. Et même des fois, sur une épreuve d'effort, c'est compliqué à affirmer que ça soit que du déconditionnement musculaire. Après, quand c'est une altération de la capacité ventilatoire, là, c'est une augmentation dans la résistance des voies aériennes, toutes les pathologies obstructives, que ce soit de la BPCO ou de l'asthme. En gros, c'est l'autoroute qui ne marche pas bien, les bronches ne tiennent pas leur calibre. Ça peut être aussi une diminution de la compliance pulmonaire ou pariétale, comme dans certaines pathologies restrictives, mais aussi dans les fibroses, qu'on peut retrouver dans la première partie aussi. Et une altération de la capacité musculaire, des pathologies neuromusculaires, la kyphoscoliose, etc. Chez l'obèse. Chez l'obèse, on est un peu embêté parce qu'on a envie de faire des raccourcis. Il y a des gens qui viennent nous voir, effectivement. Alors ici, en plus, il y en a beaucoup, qui n'ont pas forcément de pathologie sous-jacente et qui viennent nous voir parce qu'ils sont essoufflés. Alors, anormalement essoufflés. Il faut savoir que l'obésité, on peut dire que c'est une cause de dyspnée que quand on a exploré tout le reste. Il ne faut pas dire il est gros, c'est pour ça qu'il est essoufflé. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas toujours vrai. Il y a une augmentation de la prévalence de la dyspnée de repos et à l'effort en cas d'obésité. Il y a une augmentation du coût en oxygène de la respiration. Et c'est ça qui rend les obèses essoufflés. La respiration à l'état de base leur coûte plus cher. La mécanique ventilatoire à mettre en route est plus importante. Et donc, ça coûte plus cher. Donc, ils sont plus essoufflés. C'est aussi une augmentation de la prévalence d'autres maladies comme l'asthme. Et il y a des asthmes qui sont purement induits par l'obésité et qui guérissent à la perte de poids et qui disparaissent. Des asthmes non allergiques ou avec une petite participation allergique. Là, j'ai retiré ce tableau d'un résumé qui permet de résumer un petit peu ce que je viens de vous dire. Si vous voulez l'utiliser, c'est plus pour ceux qui voudront le topo et je pourrais leur fournir. Ça permet de recaler un petit peu les différentes causes. On en revient à notre schéma du début. On oublie la partie du haut. Et là, on se dit, dans la partie du bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai une demande, j'ai une capacité altérée, et comment je vais pouvoir l'explorer? Pour pouvoir l'explorer, on a plusieurs choses à notre disposition, que ce soit les EFR, avec la partie volume et débit, et puis la partie fonction, la recherche de l'atteinte de la DLCO, une diminution du KCO, et les gaz du sang. On pourrait rajouter aussi l'épreuve d'effort, l'échographie cardiaque, etc. Mais là, c'est la partie assez respiratoire. En fonction de ce qu'on a exploré et en fonction de ce qu'on aura trouvé au début, il faudra soit s'orienter vers un défaut de la capacité, soit une augmentation de la demande, l'un ou l'autre. Et on ne peut pas explorer avec les mêmes examens complémentaires. La démarche qu'on a à suivre dans le cabinet en pneumologie, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est indépendante avec Amander? Est-ce qu'elle est dépendante de l'effort? Et puis après, on enquille la spirométrie ou la plethysmographie. Souvent, on fait quand même les deux sur le premier bilan. S'il n'y a pas d'anomalie, il faut qu'on aille à l'étape d'après. L'altération de l'échangeur gazeux, c'est ça qu'on va savoir, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une altération ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et puis, en fonction de ce qu'on trouve, après, on est amené à faire d'autres examens. Sur la gauche, on va regarder le questionnaire de Nijmegen. C'est un questionnaire qui a été développé pour essayer de retrouver des syndromes d'hyperventilation. Ça marche pas mal. Ce n'est pas non plus absolu parce qu'il y a des patients qui ont des facteurs confondants. Par exemple, qui ont des troubles dépressifs, par exemple, anxieux, ils vont souvent avoir des Nijmegen hauts et puis ce n'est pas toujours une bonne explication. On a les gaz du sang, puis après, vous voyez, on a quand même des tests qui sont moins fréquents à réaliser, la métacholine ou les tests d'hyperventilation pour retrouver à nouveau une forme d'hyperventilation. L'autre côté, c'est ce qu'on fait plus souvent, des gaz du sang. On peut faire des pressions maximales inspiratoire-expiratoire chez les gens qui ont des problèmes d'ampliation thoracique. Et puis après, on arrive dans ce qui est l'exploration à l'effort, que ce soit le test de marche de 6 minutes, le lever de chaise, et puis tout au bout, l'épreuve d'effort, avec une détermination de la VO2 et l'exploration de tous les paramètres. Mais la dyspnée, ça peut être aussi normal. Est-ce que c'est normal d'être essoufflé chez certains patients? Moi, je dis oui. Il y a des fois, il faut savoir dire aux patients, vous êtes normalement essoufflé. Ce n'est pas quelque chose de foncièrement pathologique.
Et dans quelles conditions on peut suspecter que c'est une dyspnée normale? Eh bien, arrivé à un certain âge, au-delà de 65, 70 ans, et comme on l'a vu sur la première diapo, il y a énormément de gens qui se plaignent d'une dyspnée. Et une dyspnée de stade 1, chez quelqu'un qui a un bilan de base à peu près normal sur le plan cardiologique et sur le plan pneumologique, on peut considérer qu'elle est normale. Ce n'est pas hautement pathologique d'avoir une dyspnée de stade 1. Parce que je vous rappelle que c'est quand même une dyspnée pour des efforts qui sont suffisamment importants. Sauf chez des gens qui sont très très entraînés. Effectivement, là, pour le coup, mais on revient à ce que je disais au début, c'est l'aggravation brutale, ça se voit vite. Chez quelqu'un qui est un sédentaire, qui n'a pas d'entraînement, une dyspnée de stade 1, c'est normal. Il y a la grossesse, et ça on en voit tous. Je suis plus essoufflé pendant la grossesse, il y a plusieurs causes. La prise de poids, et comme je vous ai dit, la prise de poids, ça induit un coût de fonctionnement respiratoire plus élevé. Il y a des contraintes mécaniques ventilatoires avec un diaphragme qui a tendance à remonter. Il y a une augmentation du volume sanguin qui aura plus à pomper. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on en a tous, en tout cas au cabinet, c'est les sportifs de 40, 45, 50 ans qui viennent vous voir en disant je suis anormalement essoufflé. Alors on exclut la dyspnée qui arrive brutalement. Mais la dyspnée, c'est je suis moins bon qu'il y a 5 ans. Est-ce que c'est foncièrement anormal? Non, et d'ailleurs on a beaucoup d'expérience tous là-dessus. Ces gens-là, quand on les fait pédaler, on ne voit rien. Ils ont des VO2 suffisamment importantes, ils ne développent pas de pathologie rythmique, ils n'ont pas de problème. C'est juste qu'ils ont oublié qu'entre-temps, ils ont pris 5 ou 10 ans. Et que malheureusement, il y a une contrainte qui va avec l'âge. Donc en conclusion, et sans avoir été exhaustif du tout sur ce qu'est la dyspnée, c'est un symptôme complexe qui nécessite une approche systématisée et rigoureuse. L'origine est souvent multifactorielle et la relation entre l'intensité de la plainte et l'anomalie ou les anomalies fonctionnelles retrouvées n'est pas toujours bien corrélée. D'ailleurs, c'est assez clair. Des gens arrivent au cabinet, des fois, vous leur faites un gaz du sang, vous trouvez 55 mm de mercure et vous dites j'ai une dyspnée de stade 1. Mais c'est sûrement qu'on ne les a pas bien interrogés, probablement. Et de toute façon, ils se sont auto-limités. Donc eux, ils ne le sentent pas la dyspnée, ils sont auto-limités. Pour ce qui est des examens secondaires, et on est tous très friands d'avoir un examen qui permet de dire c'est ça. Bon, alors quand on regarde la variante, la capacité d'un examen à prédire une cause particulière, en pneumologie, les meilleurs font entre 30 et 50%. Le meilleur, c'est le FX. Dans des situations bien déterminées, on arrive à dire, voilà, une fois sur deux, c'est sûr, c'est ça. Le reste, oui, c'est peut-être ça, mais ce n'est pas une certitude. Juste en dessous, c'est la DLCO, ou DLCO et KCO, qui fait 30%. C'est-à-dire que ça fait qu'un patient sur 3 quand même. Ça ne fait pas tant que ça. Et donc, il faut rester humble par rapport à la dyspnée, savoir dire, je vais vous revoir, on va voir comment ça évolue dans le temps, savoir prescrire de la kiné pour du réentraînement, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, pas faire trop de raccourcis, par exemple, il est gros, c'est pour ça qu'il est essoufflé, parce qu'on dit souvent des conneries. Alors, sauf peut-être en cardiologie, où c'est beaucoup plus simple, et donc, pas complètement plus simple quand même. Vous allez voir le cardiologue pendant l'effort. Alors en direct d'une ascension du Wen Toro, on est en train d'expérimenter la dyspnée. Chez le cardiologue, parce que chez le pneumologue, pas mal. C'était pour mettre sur notre petite vidéo. C'est combien? C'est stade combien là? 2,5. Allez, à plus. L'abus est pas mal. Voilà, je vous remercie.